La vidéo concernant ce chapitre numéro 10 de votre livre de fondation sur l'introduction aux fondations. Alors le but principal de ce chapitre est, comme son nom l'indique, de vous donner une introduction à l'exécution et la réalisation de ces fondations. Donc dans cette vidéo, on va parler des faux puits, on va parler des puits en béton, des pieux, de la manière dont en fait les pieux réagissent mécaniquement parlant dans le sol et de voir quelle serait l'influence en fait du terrain qui donnerait oui ou non une certaine résistance à ces pieux dans le sol. Alors, première chose ici, les faux puits. Alors comme vous le voyez ici, les faux puits, l'image illustre très bien je trouve cette idéologie du faux puits. C'est plus ou moins une sorte de colonne en béton maigre réalisée dans le sol avant excavation bien évidemment, qui a une hauteur plus ou moins moyenne, c'est pour ça que parfois on l'appelle des fondations semi-profondes, donc la profondeur n'est pas énormissime en soi. Et en fait, ici le but principal est de relier en fait ces différents faux puits par une poutre de ceinturage en béton de bonne qualité qui va en fait transmettre les efforts qui lui sont dessus aux 4 faux puits qui sont ici matérialisés par l'illustration, mais le but c'est de transmettre via la poutre de ceinturage l'effort aux différents faux puits. Donc on voit qu'en fait on utilise le faux puits quand on n'a pas nécessairement une qualité de travail extraordinairement élevée demandée par le maître d'ouvrage ou peu importe qui d'autre, et où on doit se servir ici d'une poutre de fondation en tête de faux puits pour répartir les éléments. Alors vous le voyez ici, le gros terrassement qui est situé là-bas, c'est en fait des têtes de faux puits. Donc je sais bien que la plupart du temps on vous le dit, ces têtes de faux puits sont creusées dans le sol à l'aide d'une scie cloche circulaire, mais on peut les faire comme vous le voyez ici au godet. Donc ça, pour vous donner une idée, en fait, en dessous du bâtiment ici, à la médiacité à Liège, donc en dessous du bâtiment de la RTBF qui est situé ici, le long de la Meuse, en fait, en dessous de ce bâtiment, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des risques d'infiltration d'eau, et donc on a décidé de faire le dallage sur toute une série de faux puits. Et donc en fait, c'était simplement la pelle qui venait creuser des gros trous dans le sol, et dans ces sols, dans ce sol creusé, pardon, on y insérait, donc voilà à quoi ça ressemblait le trou une fois excavé, on a inséré là-dedans du béton maigre. Donc c'est pas nécessairement un travail qui demande une minutie extraordinaire au demi-centimètre près. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fait à la grosse louche. Donc on fait le gros trou, on met le gros béton dedans et on recoule quelque chose par au-dessus pour transférer les efforts. Alors vous voyez, une fois ici que le faux puits a été creusé, on a ici une coupe générale où on a ici le béton qui est déjà séché. Et ici, même chose, le béton est déjà séché et au-dessus on viendra couler la poutre de ceinturage. Vous voyez ici une vue d'ensemble, l'extension d'une pharmacie ici à Sprimont. On a ici les 1, 2, 3, 4 faux puits et ici la poutre de ceinturage qui viendra être coulée en deuxième phase. Alors comme vous le voyez sur ce schéma, la partie qui est enfouie dans le sol du faux puits est en béton maigre, donc c'est du C1215 ou C1620 la plupart du temps. Et ce qu'il y a au-dessus, c'est du C2530 minimum, voire du C3037. Alors, ces notions de C1215, C1620, C2530 ou C3037, d'où est-ce que je les sors? Des éléments qui permettent en fait la prescription d'un béton selon les normes belges, la NBN 206 ou la 15001, qui garantissent en fait la qualité Bénor par rapport à votre béton. Et donc, moi, je vous renvoie vers l'ABC du ciment et du béton fait par la Febelsum, qui est excessivement bien fait pour tout ce qui est prescription d'un béton et visualiser les classes de résistance que l'on peut voir ici d'un béton. Donc, dans ces classes de résistance, on parle de C1620 ou C1215 avec un C2530 ici ou un C3037 pour les poutres de ceinturage. Ici, vous le voyez, pour les fondations légères, on peut utiliser du C1620 voire du C1215 avec toujours le 12 et le 15 par exemple, ou le 16 et le 20. Le 16 c'est la résistance caractéristique sur cylindre en béton, 15 cm de diamètre et 30 cm de hauteur, et ici le 20 par exemple c'est le 20 Newton par millimètre carré, la résistance caractéristique à la compression sur cube de 15 cm de côté. Ça va avec ici vous le voyez
les conditions de résistance. Alors deuxième ici, élément qu'on va visualiser, c'est les puits. Alors les puits, eux, ont aussi ici un sol qui peut parfois atteindre plus que 10 mètres de profondeur. Donc le 10 mètres est souvent sous-estimé, donc on peut descendre un petit peu plus loin que 10 mètres sans aucun problème. C'est vraiment sur les petits bâtiments que j'ai mis ça. Sinon, quand vous êtes sur des bâtiments de minimum 3-4 étages, on peut descendre largement en dessous des 10 mètres. Ça dépend forcément, plus la taille est grande, mais plus vous aurez des puits qui sont énormes. Si je prends l'exemple de la Burj Khalifa à Dubaï, la tour de 800 mètres, les puits font plus de 50 mètres de profondeur. Donc tout dépend ici de la taille du bâtiment. Moi ici je suis resté en dessous de 10 mètres parce que j'ai estimé que minimum 3-4 étages de bâtiment c'était suffisant pour reprendre avec un puits les 10 mètres de profondeur, l'effort, il n'y a aucun souci à cela. Alors ici donc le puits est réalisé sur site et a un diamètre minimum de 80 et peut aller jusqu'à sans problème 2 mètres, 2 mètres 50, tout dépend de la charge qu'on aurait à reprendre. Alors le puits est toujours mis en assise de 40 à 50 cm dans un bon sol pour pouvoir transférer la charge plus facilement. Ça va? Alors on placera toujours ces puits à l'endroit de la structure où les efforts seront le plus importants pour pouvoir transmettre au pied de ce puits l'effort vers un sol qui est plus dur ou plus résistant que le sol sur lequel le bâtiment sans puits ne résisterait en fait. Alors voilà ici les dimensions qu'on peut avoir en termes de diamètre. Ça dépend donc de la profondeur voulue. Donc en fait, jusqu'à 18 mètres de profondeur, on prend souvent des pieux inférieurs à 1 mètre de diamètre. Jusqu'à 140 cm si on descend après à 20 mètres. Et si on descend jusqu'à 22 mètres, là on peut passer à du 180. On peut même aller encore plus loin si on souhaite. Après les 20 mètres, on peut même passer à du 2 mètres, 2 mètres 50 sans aucun problème. Donc vous voyez que plus on descend en profondeur, plus le diamètre nécessaire de notre puits augmentera. Alors comment est-ce qu'on va créer ces puits? C'est assez simple en fait. Vous voyez que ce sont des cercles comme ceci qui sont creusés dans le sol, à l'aide donc ici d'une chemise, donc qui est en fait un tube de gainage qui empêche l'éboulement du sol au fur et à mesure qu'on enlève notre terre en profondeur. Donc on descend avec le grappin qui est ici. Donc voilà le grappin. Et donc plus on descend avec ce grappin, plus il y a un risque en fait que les terres s'éboulent à l'intérieur du trou. Et pour ça, on descend avec, comme vous le voyez, ce gros tube métallique qui est un tube qu'on appelle parfois une chemise. Et donc il y a ici des réservations pour pouvoir connecter en fait ce tube qui serait déjà enfoui à un autre. Alors comme on le voit ici, si on doit descendre plus en profondeur, il y a une série de tubes qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et c'est chaque fois du plus large vers le plus petit. Donc on voit un tube ici en dessous, un autre ici au-dessus, et puis le troisième qui est ici et qui fait ce cerclage-ci. Ça va? Et si un opérateur doit descendre, on a une petite échelle escamotable ici. Alors troisième système que l'on voit ici, c'est le système avec les puits. Alors les systèmes avec les puits, les pieux, pardon, excusez-moi. Le quatrième système, pardon, c'est les pieux. Alors un pieu, il va toujours avoir, comme vous voyez, une section qui est normalement plus faible qu'un faux puits et un puits. Parce que là, vraiment, on cherche une qualité de béton dans la création du puits qui est déjà plus importante que si on était dans un puits ou un faux puits. Là, avec un pieu, c'est vraiment quelque chose de plus précis. On est vraiment avec une transmission d'effort rationnelle. On va chercher une section plus petite du pieu puisque on va mettre une meilleure qualité de béton dans le sol. Alors un pieu, il faut savoir que de manière générale, il résistera toujours de deux manières différentes. Il transmettra l'effort qui viendra de la structure ici au-dessus par l'effet de pointe, ici, et tout le long du pieu, vous allez avoir un frottement qui se passe. Et ce frottement, en fait, c'est ce qu'on appelle la résistance au frottement, la capacité que le béton frottera au sol, empêchera celui-ci de s'enfoncer plus loin dans le sol. Ça, c'est aussi ici un élément assez simple. Sur un pieu classique, on va toujours avoir ce que vous voyez ici, la vraie longueur du pieu par rapport à la longueur de béton qu'on verra visuellement si on est situé ici. Alors, on va enlever en fait une petite partie ici du béton, qui en fait est un béton qui est un béton pollué avec de la terre. Pourquoi? Parce que quand on va créer le béton, quand on va couler pendant le béton dans le trou,
ce béton il va remonter. Au fur et à mesure qu'il remonte, il va en fait ingérer et prendre avec lui une certaine partie de terre. Et donc nous, en fait, ce béton-là, il n'est pas de bonne qualité, il n'est pas de manière homogène, similaire à ce que vous avez en dessous. Donc, ce béton-là, on va l'enlever et on va en fait casser le béton pour arriver ici au niveau inférieur à ce qu'on appelle la cote d'arase ou de recépage, ici. Et c'est cette cote-là qui correspond à la base inférieure de ce que je vous ai mis ici en pointillé, qui sera la poutre de saturage, qui va absorber l'effort qui vient de la structure et qui va canaliser cet effort dans le pieu. Alors on parlera ici de fût de pieu, de tête de pieu, de pied de pieu et de base de pieu. Et souvent vous avez encore une assise, si nécessaire, de 30 ou 50 cm dans un sol plus résistant. Ça va? Donc, comme vous le voyez, je viens de vous le dire, un pieu résistera toujours à un effort suivant deux manières, suivant la force de frottement que le pieu aura dans le sol et sa résistance à la pointe. En proportion, je dis bien c'est une moyenne, c'est pas du pain béni, je vous rassure. On estime souvent que 60% de la résistance se fait via le frottement latéral et 40% par la pointe. Il y a certains pieux qui peuvent monter à 70% pour le frottement latéral et 30% à la pointe. Ça dépend du diamètre du pieu, de la longueur du pieu. Plus le pieu est long, plus normalement il peut offrir une surface de contact avec le sol et au plus la résistance au frottement va être grande. Tout dépend aussi de la charge que vous aurez à transmettre, du sol, s'il y a de l'eau dans le sol, pas de sol. C'est pour ça que je vous donne ici cette notion d'idée, cette grandeur qu'on pourrait avoir ici. Alors, quand est-ce qu'on utilise nécessairement un pieu? C'est quand on a déjà un sol d'assise qui est minimum. Le théorique, souvent, c'est 6 à 8 mètres de profondeur. C'est pour ça qu'en pratique, on parlera de pieu à partir de 10 mètres de profondeur. Et quand, en fait, on aura la nécessité d'avoir une retenue des terres relativement conséquente si on travaille avec, par exemple, ici, comme vous le voyez, un mur de soutènement en parois séquent. Donc là, c'est ce que je vous avais montré dans les murs de soutènement. Quand on est avec une paroi de pieu comme ceci, en fait, si on devait créer un système différent de celui-là, le blindage serait bien trop important. Donc on a plus facile à créer un système de mur comme ceci avec des pieux que d'aller mettre un énorme panneau en béton tel quel qui retiendrait toute la quantité de terre qui était ici derrière. Ça va? Alors, comment est-ce que mécaniquement le pieu va résister à un effort qu'on lui transmet? En fait, il va y résister suivant 3 cas possibles. Le premier cas est ce qu'on appelle les pieux qui résistent à l'enfoncement dans le sol uniquement par frottement latéral contre le terrain qui traverse. Et ces pieux sont dits des pieux flottants. Donc ce type de pieu, il est surtout exécuté dans les terrains argileux compacts. Et donc ces pieux, ils doivent avoir une certaine longueur pour pouvoir offrir des surfaces de contact de frottement. Ils n'ont en effet que si la longueur est supérieure à la largeur de la fondation. Ça me paraît basique et élémentaire, mais je préfère tout le temps le préciser. Et comme vous le voyez sur le schéma, c'est pas un pieu qui est parfaitement lisse. Pourquoi? Au plus vous créez en fait d'aspérité dans la création même du trou où vous allez y loger votre béton, au plus vous allez augmenter les frottements entre le pieu et le sol. Et donc au mieux il saura résister à la charge que vous lui envoyez. Donc en fait, ils peuvent être coulés sur place, mais parfois ils peuvent être préfabriqués. Ça peut arriver que des sociétés vous préfabriquent le pieu et vous n'avez plus qu'à l'enfoncer dans votre sol. Ou alors on le crée directement sur place. Ça va? Alors le deuxième cas qu'on peut avoir ici, donc ça c'est pour vous montrer le schéma par rapport au fait que ce sont les flèches qui remontent vers le haut qui sont en fait les forces de frottement latéral positives qui empêchent l'enfoncement du pieu plus bas dans le sol. Alors le deuxième cas qu'on peut rencontrer ici, c'est en fait les pieux qui résistent à l'enfoncement par la rencontre d'un terrain d'assise, donc ici ce qu'on appellera notre roc, le sol vraiment très porteur, qui s'oppose à la pénétration de ce pieu dans le sol. Et donc ça, en fait, c'est des pieux qui sont dits à effet de pointe. Donc je répète, les pieux qui résistent à l'enfoncement par la rencontre d'un terrain d'assise qui s'oppose à la pénétration du pieu dans celui-ci sont dits des pieux à effet de pointe. Et alors ces types de pieux, ils sont surtout utilisés lorsqu'une couche résistante de terrain est située à une profondeur compatible avec le type d'ouvrage à exécuter.
Donc ça veut dire que vous allez avoir déjà un sol d'assise qui se situe au minimum à 6 mètres de profondeur et qui peut être parfois à, je sais pas moi, 10, 15, 12 mètres. Ça dépend de ce qu'on peut avoir. Mais on ne va pas construire un bungalow avec des pieux qui vont faire 15 mètres de long. En fait, la charge à reprendre là-dessus ne sera pas assez grande. Il n'y aura pas d'intérêt économique à aller chercher un sol à plus de 15 mètres de profondeur. Ça ne sert à rien. Et donc parfois, en fait, la résistance à l'enfoncement, elle peut être améliorée par l'exécution d'un bulbe en pied. Et ce bulbe, en fait, ça a pour but d'augmenter la surface de contact de la partie inférieure du pieu avec le sol d'assise, puisque au plus vous allez avoir une grande surface de contact, au plus vous allez pouvoir diffuser le même effort sur une plus grande surface. Et si je prends l'exemple de la formule qui me stipule ceci, donc quand je vais avoir N sur la section A, donc l'effort N, j'invente, moi c'est l'effort qui vient de la structure ici, et A c'est toute votre surface de votre pieu ici. Plus la surface A est grande, au plus vous allez avoir une diminution de la pression ici. Donc je répète, au plus A sera grand, pour un même effort N, la pression au final, elle ne fait que diminuer. C'est ça ici l'avantage, de créer en fait ceci. Et donc ça, c'est créé à l'aide d'un pieu Franchi, donc qui est un pieu où à la base en fait de votre colonne, il y a un bouchon de béton qui est pilonné par une masse et qui crée, comme vous le voyez, cette grosse bulle là. Donc ça, comme vous le voyez, l'intérêt ici pour ce type de pieu, c'est d'avoir une assise la plus large possible, puisque en fait, il n'y a que par là que l'effort peut se transmettre. On estime que le frottement latéral est trop petit pour pouvoir résister à l'enfoncement. Et il n'y a quasi presque que la pointe qui pourrait résister au système. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y a plus des sols qui permettent la résistance uniquement à la pointe ou au frottement latéral? La plupart du temps, en fait, il y a toujours une partie des deux qui existe. Il y a toujours du frottement latéral et il y a toujours de l'effet de pointe. Donc le cas le plus fréquent, en fait, c'est vraiment les pieux qui résistent à l'enfoncement par frottement latéral et par effet de pointe. Ça va? Donc ça, c'est vraiment l'idée générale qu'on peut en avoir. Alors, comment est-ce que maintenant les pressions qui sont à l'intérieur du pieu se donnent dans le sol? Ils se donnent en fait ces pressions via en fait un petit bulbe que vous voyez ici schématiquement. Bon, le schéma n'est pas extraordinaire, mais il a le mérite d'exister. Vous le voyez ici, on a un petit bulbe à la base du pieu qui permet de diffuser à l'intérieur de cette petite bulle l'entièreté des efforts dans le sol. Donc c'est là que le sol doit être bon, puisque l'effort F va se transmettre là-dedans. Alors qu'est-ce qui va se passer en fait quand vous n'avez pas qu'un pieu, mais quand vous avez plusieurs pieux les uns à côté? C'est un peu en fait un système de logique dans le sol. Je m'explique. Quand vous allez avoir plusieurs pieux à mettre dans votre sol, si vous rapprochez de manière trop importante les deux pieux les uns à côté des autres, qu'est-ce qui va se passer? Un bulbe va venir ici s'entrecouper avec l'autre bulbe, etc. au fur et à mesure du nombre de bulbes qu'on fera. Donc vous voyez que les zones ici hachurées sont des zones qui vont être doublement sollicitées. Elles vont être sollicitées non seulement à cause de cet effort-ci et de cet effort-ci. Et donc dans cette zone hachurée, vous allez avoir deux efforts à reprendre. L'effort qui vient de ce pieu-là et de ce pieu-là. Et donc ça, en fait, si vous surcomprimez le sol, il n'y a pas de secret. Vous allez avoir à un moment donné une surcompression et donc un relèvement parfois du pieu. C'est comme quand vous prenez en fait deux pieux en bois que vous voulez enfoncer pour la création d'une barrière. Si vous rapprochez trop fort les deux pieux, à un moment donné, il y a l'autre, vous aurez beau l'enfoncer comme un enragé, c'est celui-ci qui va se soulever, parce que vous allez surcomprimer le sol. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut laisser un certain espace qu'on va voir entre deux pieux pour éviter que les bulbes ne se recoupent. Ça va? Alors en termes d'influence en profondeur, on le voit qu'en fait que quand deux pieux sont chargés, la profondeur d'influence qu'on aura, c'est ici H, c'est 1,5 fois au minimum l'espacement qu'on aurait entre les pieux. Et donc c'est pour ça qu'ici, l'influence globale d'un groupe de pieux va aller au minimum à 1,5 fois cet espacement pour pouvoir
créer une zone d'influence dans la répartition de l'effort dans le sol, dans ce gros bulbe que vous voyez ici. Alors, quelle est la dimension minimale qu'on va mettre ici entre deux pieux pour éviter la surcompression du sol? On préconise souvent que l'espacement entre deux pieux voisins doit être d'axe à axe de minimum 3 fois le diamètre. C'est souvent le minimum théorique qu'on essaye de se donner pour éviter qu'il y ait une surcompression à un moment donné au niveau des bulbes en dessous de nos pieux. Ça va? Alors, troisième chose qu'on peut visualiser ici, ici avant c'était pour vous montrer une petite illustration sur chantier du repérage des différents pieux et vous voyez qu'ils sont toujours espacés d'au minimum 3 fois votre diamètre. Ça va? Alors, troisième chose qu'on peut essayer de visualiser ici, c'est l'influence de la nature du terrain sur les charges et surcharges supportées par un pieu. Alors, première chose, c'est qu'il faut bien comprendre qu'un pieu ne résistera pas à une charge de la même manière s'il est enfoncé dans de l'argile, dans du sable, dans de la craie, dans un sable avec de l'eau, etc. Les études qu'on va essayer de faire ici, sont basées sur le fait que on va avoir des pieux flottants ou des pieux avec une résistance à la pointe qui sont dans des sols de plus en plus mauvais. Donc on va partir du cas idéal vers le cas le plus défavorable. En fait. Et donc ici, on a le cas par exemple du pieu flottant où on a un sol d'assise correct, un rocher ou un très bon sol ici en dessous, et on voit que grâce au frottement qu'on a latéralement, le pieu flottant résiste à l'enfoncement. Nickel, c'est parfait. Après, comme vous le voyez, l'effort N dans le pieu flottant qui est repris par le fondement latéral, il peut être mis à mal si je viens placer une couche de remblai. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai une couche de remblai et que je veux poser ma cave dessus ou ma fondation dessus, en fait, sur ce remblai, comme il n'est pas compact, je ne sais plus avoir du frottement latéral positif. Je vais avoir du frottement latéral négatif. Ça veut dire qu'il favorise l'enfoncement du pieu dans le sol. Pourquoi? Je vais vous le dire, le remblai n'est pas aussi compact que le bon sol. Donc lui, en fait, ce sol, il ne sait pas résister à l'enfoncement. Il va laisser partir le pieu un peu plus bas. Alors ça, c'est le premier cas défavorable. Après, si on a encore une deuxième couche de terrain non cohérent en dessous du remblai, je sais pas moi, une présence de calcaire importante ou un peu d'eau qui est à l'intérieur ici de cette couche, ou un sol qui a été remanié il y a 150 ans et qui n'a pas eu le temps de se consolider, en fait, vous voyez qu'en fait, sur cette deuxième couche, c'est la même chose que sur le remblai. On n'a pas la capacité de reprendre en fait cet effort de frottement positif et on a du frottement latéral négatif. Ça veut dire qu'il favorise aussi le frottement. Et là, on commence légèrement à être embêté parce que la couche ici où il y a le frottement négatif commence à devenir quasi de la même épaisseur, voire plus grande que la couche où il y a du frottement latéral positif. Et donc là, il y a un risque parfois d'instabilité du sol. Et alors le cas encore le plus défavorable du système, c'est si je viens mettre une surcharge vraiment dans la cave, sur le remblai, et là ça commence à devenir très très compliqué parce que ça veut dire que vous augmentez la quantité de charge à reprendre uniquement sur le frottement latéral et la résistance à la pointe. Et donc là, s'il n'y a pas suffisamment de frottement latéral, vous allez casser votre pieu à la pointe si vous ne l'avez pas suffisamment bien dimensionné, à savoir un diamètre suffisant ou une qualité de béton suffisante. Donc une solution à envisager dans ce cas-là, c'est d'essayer alors d'utiliser une chemise. Une chemise, c'est quoi? C'est en fait un genre de tube, si vous voulez, métallique, qui va empêcher le frottement négatif. Donc les petites flèches que vous voyez là vers le bas sont en fait du frottement négatif. Et donc pour éviter ce phénomène-là, on va créer une sorte de chemise qui va isoler le béton du sol en termes de frottement et qui va quasi uniquement faire passer l'effort F vers la pointe. Donc on passerait dans ce cas-là d'un pieu flottant à un pieu qui résiste uniquement par assise. C'est pour ça que vous le voyez ici, ce cas-ci, on passe en mettant ici une chemise à un pieu qui ne résiste quasi que sur l'assise.
Et donc vous voyez, ceci, le trait que j'ai dessiné donc en gris assez épais, ça isole complètement le béton, donc on a ici une meilleure qualité de bétonnage, et on peut se permettre alors de transmettre directement votre charge vers l'assise. Et voilà à quoi plus ou moins ressemble ce système-là. Donc vous voyez que dans cette influence que peut avoir le sol, plus il y a des couches qui sont non compactées, au moins votre pieu résistera, puisqu'il aura moins la possibilité de mobiliser du frottement latéral. Et alors la deuxième chose pour la résistance à la pointe, si vous avez un sol qui est tellement mauvais, en fait votre pieu il ne sera plus un pieu à frottement latéral, mais uniquement un pieu à résistance d'assise. Et vous devez l'isoler du milieu extérieur. Ça va? Donc ceci clôture votre petit chapitre numéro 10 sur l'introduction à votre fondation profonde de manière générale vis-à-vis du comportement et l'influence des terrains sur ces sols.